Eh bien, rebonsoir pour ceux que nous n'avons pas encore vus. Tout à l'heure, dans le parcours de l'exposition. Merci de votre présence. Donc, nous allons passer une partie de la soirée ensemble. Nous allons intervertir un peu ce qui était prévu. L'historien Jean-Yves Lenaour a un petit peu de retard. Il nous a prévu donc l'introduction qu'il devait faire de 20 minutes sur les années 1914-1915 en introduction du film. Il se débrouillera pour nous faire ça après dans le cadre du début du débat. Donc on va commencer par le film d'Alain Bougie. Tout d'abord, je me présente, Jean-Paul Gady de l'association La Courtine 1917 et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Gouzel Aguichina de l'association Perspective, qui est une association franco-russe, mais le voilà, le voilà l'historien qu'on attendait. Donc on ne va pas du tout changer le programme. Exactement. Voilà, on va commencer donc par lui. Et puis donc, que disais-je, je ne sais plus. Oui, l'association partenaire Perspective, qu'on a pris grand plaisir pour travailler et organiser ces 2 jours avec les scolaires du lycée international Jacques Chirac hier matin, hier après-midi au musée d'histoire, par une après-midi conférence, film et débat et spectacle. Et puis ce matin, bon, dépôt à la stèle en hommage aux soldats russes, légère, petit discours, et nous revoilà ici ensemble en cette fin d'après-midi. Donc voilà, ça va se passer comme ça. L'historien Jean-Yves Lenaour a fait 2 courtes introductions, comme on avait plus ou moins programmé, puis vous aurez le film de France 3 Libousin qui a été tourné en 1999, réalisé en 1999, avec beaucoup d'images d'archives sur le corps expéditionnaire russe, et qui donne vraiment une image rétrospective de cette épopée. Il dure 52 minutes, ensuite on pourra débattre quelques instants, bien évidemment. Il y aura un tout petit film d'animation qu'on voudra vous faire passer après, c'est-à-dire comment des enfants de 9-10 ans, de CM1 et CM2 de la petite commune de la Courtine, eux, se sont appropriés cette histoire du corps expéditionnaire russe à travers la fameuse ours Mishka qui était mascotte, disons, de la 3e brigade. Donc ce film, il dure 6 minutes, mais on voulait vous le montrer parce que c'est extrêmement intéressant de voir que cette histoire, finalement, on peut la raconter à beaucoup de gens âgés, moins âgés et jeunes. Tout à fait. Voilà, voilà. Et ensuite, ben, on a une partie spectacle à vous présenter, le spectacle de chansons pacifistes. Vous avez eu un petit aperçu tout à l'heure d'air russe que vous pourrez reprendre, je suis sûr, avec nos musiciens. Et il y aura des chansons que vous ne connaissez certainement pas, mais que vous entendrez avec plaisir, je suppose. Voilà, je ne vais pas être plus long, vous êtes. Oui, merci Jean-Paul. Merci à toutes et à tous d'être venus. Je trouve que c'est très important, cette initiative de l'association La Courtine 1917, qui est très compétente, très dynamique. Ils ont eux-mêmes du courage de descendre jusqu'à Marseille pour nous faire découvrir cette histoire, cette page d'histoire quasiment méconnue et tragique. Et nous, autant que le partenaire, Association Franco-Russe Perspective, on est très heureux de nous associer à ces 2 journées vraiment formidables. Oui, bien sûr que c'est Jean-Yves qui va vous raconter tout ce qui s'est passé il y a 110 ans. Vous allez voir un film d'animation, un spectacle. Le programme est formidable, déjà une exposition. Nous sommes très heureux, moi personnellement, autant que la rédactrice en chef de la revue bilingue franco-russe qu'on édite depuis 23 ans déjà. Je suis très contente d'avoir un article de Jean-Paul Gady dans le numéro d'avril. Vous pouvez prendre les revues, faire connaissance. Et je vous souhaite à tous très belle soirée. Et merci d'être venus, vraiment, de tout cœur.
Chers amis, oh, ça marche pas, oui, je dois l'allumer. Bon, sinon, vous savez, je pense que quand on parle dans une classe, on n'a pas de micro, mais ça permet de ne pas forcer la voix. Que font les Russes à Marseille en 1916? Que font les Russes en France pendant la Première Guerre mondiale? Que la guerre ait lieu sur deux fronts, évidemment, un front Est et un front Ouest, bien sûr, mais pourquoi y aurait-il des Russes sur le front Ouest? Alors c'est une vieille histoire. D'abord, la France et la Russie sont des alliés depuis 1891-92. D'ailleurs, à cette occasion, il y a une marque de pâtisserie. Alors ça ne marche plus avec les élèves parce qu'ils ne la connaissent plus, mais avec vous, ceux qui ont des cheveux blancs le sauront. Eh bien, il y a une marque de pâtisserie qui apparaît à ce moment-là et qui va s'appeler Franco-Russe. Et oui, vous rappelez les desserts franco-russes, ça n'existe plus maintenant. Et voilà, donc c'est très étrange cette alliance entre la France et la Russie, puisque la France est à l'époque une république et un pays qui a tué son roi, qui a fait la révolution de 1789, la République régicide, et puis de l'autre côté, la Russie est l'État le plus autocratique d'Europe. En Allemagne, dans l'Empire allemand, dans l'Empire austro-hongrois, il y a le suffrage universel, bon, on ne le respecte pas vraiment, il y a un parlement, il n'a pas énormément de pouvoir. Bon, il faudra attendre 1905, la révolution de 1905 en Russie pour qu'il y ait une Douma, mais cette Douma n'a aucun pouvoir, non. Donc ça reste l'État le plus autocratique d'Europe avec ce qui reste de l'Empire ottoman. Alors pourquoi sont-ils alliés? C'est parce qu'en fait ils ont des adversaires, ils ont des adversaires communs. Voilà. Pour la France, évidemment, c'est l'Allemagne, il y a l'idée de la revanche en 1871, bien sûr, en 70. Et donc la Russie, c'est un allié de revers. Et pour la Russie, l'ennemi, c'est pas l'Allemagne. On n'a pas de revendication territoriale avec l'Allemagne, mais c'est l'Autriche-Hongrie. L'Empire austro-hongrois au cœur de l'Europe et dans les Balkans. La Russie rêverait de s'étendre dans les Balkans, et il y a l'Empire austro-hongrois qui bloque, et qui, lui aussi, ça ne dérangerait pas de s'étendre aussi jusqu'à la mer Noire. Bon. Donc, mais voilà, l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois est l'allié de l'Allemagne. Donc, aussitôt, la Russie, évidemment, ne peut plus être alliée avec l'Allemagne, puisque l'Allemagne est l'allié de l'Empire austro-hongrois, qui est l'ennemi de l'Allemagne. Et la France n'a rien à reprocher à l'Empire austro-hongrois, mais, évidemment, son ennemi, c'est l'Allemagne, donc ils ont des intérêts communs pour s'allier, et d'où cette alliance militaire qui fait que le tsar va écouter la Marseillaise au garde-à-fou. Alors que vous écoutez les paroles de la Marseillaise, c'est les tyrans dont le sang ira irriguer nos sillons. Hein. C'est le chant quand même qui est issu de la Révolution. Vraiment un chant très martial, mais aussi qui a un caractère révolutionnaire. Avant l'Internationale, la Marseillaise a été le chant révolutionnaire chanté partout. Y compris par les antifascistes, italiens, etc. Et la dernière fois qu'on a chanté la Marseillaise en tant que chant révolutionnaire, c'est 1989 à Tiananmen. Les étudiants en langue française de Tiananmen, sur la place Tiananmen, ont chanté la Marseillaise. La Marseillaise, voilà, avant d'être supplantée par l'Internationale, c'était le chant de la Révolution. Et puis effectivement, il y aura un autre pays de la Révolution qui va apparaître à partir de 1917. Alors, que se passe-t-il? 1914, la guerre devait être courte. Pour tous les états-majors, la guerre devait être courte. C'était l'affaire de quelques semaines, allez, 2-3 mois maximum. On pensait qu'il y aurait une bataille décisive. Si elle ne l'était pas, il y en aurait une seconde. Voilà, 2 ou 3 batailles maximum. Et puis, vous savez, ça ne s'est pas passé comme ça. C'était là, on est parti en guerre avec les idées napoléoniennes, et puis on a découvert que la guerre de 14, ce ne serait pas comme la guerre napoléonienne avec la valeur morale qui prime sur tout, c'est-à-dire le courage, l'assaut, ça va au clair, l'assaut, l'infanterie, baïonnette au canon, et que c'est celui qui en veut le plus qui gagnera. Maintenant, c'est terminé cette guerre-là. Le roi de la guerre, maintenant, c'est l'obus, c'est le canon, c'est la mitrailleuse. Autrement dit, et puis bientôt aussi les fils de fer barbelés qui vont interdire les assauts. Puisqu'après, c'est pas les fils de fer barbelés, c'est pas comme dans les films, vous voyez 1 mètre de fil de fer barbelé dans les tranchées. Non, c'est 150 mètres, 100 mètres, 200 mètres de fil de fer barbelé. Imaginez que vous devez traverser 100 mètres de fil de fer barbelé. Vous en pétrez évidemment là-dedans et vous êtes une cible. Donc tout ça, vous voyez, ce sont toutes ces valeurs matérielles, le canon, l'obus, la mitrailleuse, ont annulé la valeur morale qui était le courage. Il n'est plus question de courage. Hein. Mettre des gants blancs là, avec les officiers en 1914 avec leur épée, comme De Gaulle le 15 août devant le pont de Dinan en Belgique,
sert plus à rien. Il est là sous la mitraille avec son épée, etc. Boum, il se prend une balle dans le genou, merci, au revoir. Bon. Donc après, vous voyez, ça a changé les choses. Cette guerre, elle devait être courte, et elle ne l'a pas été. Elle n'a pas été, elle a failli. Elle a failli, puisque vous savez qu'on s'est battu devant Paris, et il y a eu la bataille de la Marne, et à partir de ce moment-là, les armées allemandes ont dû reculer, le front s'est ossifié, il y a eu 700 km de front de la mer du Nord jusqu'à la Suisse. Et là, on rentre dans une nouvelle période, qui est la guerre de siège, la guerre de tranchées, où le front ne va quasiment pas bouger jusqu'en 1918, finalement, jusqu'en août 1918. Bon, parfois, il y a 5 km ici, 10 km là, 12 km dans la Somme, bon, voilà. Mais ça, c'est toujours des petits points, et le front, lui, ne bouge plus. Bon. Alors, justement, ce front qui ne bouge plus, on s'aperçoit qu'on ne peut pas vaincre. Alors, il y a des essais qui sont faits, bien sûr. Après la bataille de la Marne, quand la guerre de tranchées apparaît et que le front est fixé, on se dit, bah, on n'a plus assez de canons, on n'a plus assez d'obus. Et c'est vrai, on a vidé tout le stock. On est parti, on se disait qu'on avait de quoi faire pour des mois et des mois, et puis en fait, en une semaine, on a liquidé le stock d'obus. C'est la guerre industrielle, c'est quelque chose de nouveau, qui ne peut rien avoir avec Napoléon. Alors on se dit, bah, comment faire? Comment faire pour retrouver le mouvement? Alors on va créer une armée d'Orient qui va débarquer en Grèce, etc. Mais de nouveau, avec les lignes des montagnes, il va y avoir des tranchées, avec les Bulgares, bon bref, ça va se bloquer. Alors il y a une idée qui germe à l'ouest, c'est « et si nous faisions venir des soldats russes ?» Parce que la France a un avantage et un handicap, et la Russie a un avantage et un handicap. L'avantage de la France, c'est que c'est une nation industrielle, comme l'Allemagne, un peu inférieur à l'Allemagne quand même, au niveau de sa puissance industrielle, mais néanmoins il y a des usines, il y a des ouvriers, il y a du matériel. Donc la France peut produire des fusils, elle peut produire des mitrailleuses, elle peut produire des obus, elle peut produire des canons. Mais elle manque d'hommes. C'est un pays de 39 millions d'habitants. De l'autre côté, il y a 65 millions d'Allemands. Hein. Donc, vous voyez, il y a une situation d'infériorité numérique. Et donc ça pèse. Côté russe, donc ça c'est l'avantage de la France, et l'infériorité, c'est la question numérique. Côté russe, c'est l'inverse. Hein, on est dans un pays très majoritairement rural, avec quelques centres industriels autour de Moscou, Saint-Pétersbourg, hein, essentiellement, les usines Putilov, etc. Mais c'est un pays qui a 2-3 millions d'ouvriers sur plus de 110 millions d'habitants. Donc il y a une faiblesse industrielle, ils n'ont pas assez d'armes. Les soldats russes ne sont pas tous mobilisés. Vous avez vu, un pays de 100 millions, on pourra en mobiliser 10%, vous voyez, ça ferait 10 millions comme ça. Et ben oui, mais non, enfin, plus que ça, parce que les Français en ont mobilisé 8 millions. Les Français ont gratté les fonds de tiroir. Vous voyez, ils vont aller jusqu'à 48 ans. Hein. Donc les Russes, eux, ne mobilisent pas toute leur population, les soldats, enfin tous les hommes en âge de combattre, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les vêtir, de les nourrir, de les convoyer, de leur donner des armes. Déjà dans leur armée, un homme sur 3 a un fusil. Et on leur dit, quand vous montez à l'assaut, hein, si vous n'avez pas de fusil, vous avez un gourdin, et vous récupérez le fusil de celui qui meurt. Bon, hein, imaginez partir à l'assaut comme ça, en attendant que quelqu'un meure pour récupérer un fusil. Donc c'est une situation qui est un peu difficile. Alors, des avantages, mais l'avantage c'est qu'ils sont des hommes. Vous avez compris tout d'un coup le raisonnement. Et si on faisait venir, mais pas 10 000, pas 20 000, pas 50 000, mais 1 million d'hommes, 1 million de soldats qui ne sont pas mobilisés en Russie, si on les faisait venir en France pour combattre dans les tranchées françaises, ça pourrait renverser les choses. Vous nous les envoyez sans rien, on les habille, on les équipe, les casques, etc., les fusils, etc. Et évidemment, ça fera une force peut-être décisive, hein, qui renversera le cours de la guerre. Alors, cette idée n'est pas vraiment appréciée par les Russes, par le commandement, qui n'est pas très heureux de se séparer d'hommes. Mais d'abord, il y a la nécessité. Hein, la France va vous livrer des fusils, va vous livrer des obus. En échange, il faut faire un geste. On ne peut pas dire non, c'est votre allié. Alors, on va commencer petitement avec quelques brigades. Une brigade qui va être envoyée justement, qui part en février 1916, et il y en aura d'autres qui partiront. Alors celle-là, elle va partir par la Sibérie, et hop, ils vont prendre le bateau, mais il y en a d'autres qui vont partir au d'Arkhangelsk, qui vont traverser, ce sera plus court, hein, l'océan Arctique, l'été, hein, bien sûr, quand
les glaces permettent le voyage, hein, parce que l'hiver c'est pas possible, et ils contournent les pays scandinaves, l'Angleterre, et ils arrivent à Brest, voilà. Alors, les Russes à Marseille, justement, ce sont des soldats qu'on a triés, hein, tous des beaux gars, parce qu'il y en a tellement, je vous ai dit, on ne les mobilise pas tous, donc on a sélectionné des beaux gars, des grands, des costauds, des yeux bleus, des blancs. Oh, le stéréotype des Russes, pour que les Français disent, c'est des ambassadeurs, il faut qu'on prenne de la Russie. Il faut qu'on se dise, oh, les Russes, alors, c'est des types formidables, hein, c'est des costauds. Hein, alors qu'en France, on a raclé les fonds de tiroir et on a vraiment le tout venant, hein, dans les soldats. Et alors, donc, ils partent de Moscou en février 1916. Moscou, en février, il fait froid, hein, bien sûr. Donc, les wagons sont fermés, mais ils ont un poids. Ils traversent toute la Sibérie, il fait moins 40 degrés. Ils s'intoxiquent. Le monoxyde de carbone, voilà, c'est s'intoxique dans leur... Ils arrivent complètement épuisés. Sur le golfe de Corée, à Téhéran, ils prennent le bateau. Là, ce sont des bateaux français qui viennent les chercher, de la Touche-Tréville, l'Himalaya, etc. Et hop, hein, ils passent par l'Asie du Sud-Est. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est peut-être une école de musique à côté, de violon. Les rideaux, ah voilà, c'est ça. Ils passent par l'Asie du Sud-Est, où là, cette fois-ci, c'est la chaleur. Maintenant, l'ennemi, c'est plus le froid, parce qu'il fait une de ces chaleurs dans les cales. Et petit détail que j'ai appris hier, c'est que, évidemment, ils veulent monter sur le pont pour pouvoir respirer. Mais il ne faut pas se montrer, hein, parce que c'est des bateaux cargo, pour éviter les sous-marins, il ne faut pas trop montrer que c'est rempli de militaires. Les sous-marins allemands, bon, il n'y en a pas beaucoup en Asie du Sud-Est, ils sont pas énormément en Méditerranée quand même, mais il y a des sous-marins allemands en Méditerranée qui coulent un certain nombre de bateaux, comme le français le Gambetta, etc. Donc il faut être prudent. Et donc, on ne peut pas se montrer. Donc, quand ils sont sur le... Il y en a très peu qui montent, c'est un truc de rôle, et quand finalement ils s'allongent sur le sol, bah, donc ils sont souvent dans les cales à crever de chaud. Voilà. Et il y a une première mutinerie qui a lieu, parce que la discipline est très dure, elle est très dure sur les bateaux, elle est très dure dans l'armée russe, il y a des châtiments corporels, hein, les soldats qui les obéissent sont souvent frappés à coups de knout, voilà, il y a ces châtiments corporels qui existent, et il y a déjà une mutinerie à Singapour pour des questions de ravitaillement. Alors, dans le film, on ne dit pas Singapour, on dit plutôt Vietnam, ou quelque chose comme ça, enfin Vietnam, l'Indochine, un film que vous allez voir. Moi, je me suis basé sur Rémi Adam, hein, un historien qui a travaillé sur ces soldats russes, et qui dit que la nourriture était avariée, que les soldats, évidemment, n'étaient pas contents de manger cette viande pourrie, et donc on s'est mis en grève en refusant de manger. Alors, le commandement a sorti des soldats du rang, et a dit, bon, si vous ne mangez pas, on les fusille. Ah, alors ils l'ont mangé, la viande. Mais vous comprenez que tout cela, ce sont des éléments qui s'ajoutent, hein, à une certaine détestation de leur autorité, de leur hiérarchie, et ça va finir par exploser un jour. Hein. C'est toujours des petites vexations qui s'ajoutent. Alors ils arrivent le 20 avril 1916, il y a 110 ans, dans le port de Marseille, et alors évidemment leur venue a été tenue secrète. Parce que pour toujours la question des sous-marins. Hein, des sous-marins allemands, il ne faut pas dire où vont passer les bateaux. Donc il n'y a pas énormément de monde pour les accueillir au départ. Alors évidemment, les gens vont peu à peu s'amonceler, mais c'est une surprise. C'est une surprise. Alors néanmoins, il y a quand même la Marseillaise, l'hymne russe, les officiels qui sont là, bien sûr. Et puis voilà, les soldats français au garde à vous pendant qu'ils débarquent. Et puis ils prennent le chemin du camp de Mirabeau, et le lendemain, ils devaient déjà partir pour le camp de Mailly, mais les autorités municipales, le maire Eugène Pierre, le général commandant de la 15e région, et les officiers russes aussi, se disent on voudrait quand même, et la population de Marseille, qui prend le tramway pour aller au camp de Mirabeau, hein, vers les stacks, pour aller voir ces soldats ainsi exotiques, ben, ils demandent qu'ils défilent. Donc, allez, ils vont défiler, ils vont rester une journée de plus dans Marseille. Et ils vont défiler effectivement le 21 avril, après une cérémonie religieuse, à 9h du matin. Voilà, on a quelques images, pas très longtemps, 1 minute 30, filmées par les actualités Pathé Gaumont à l'époque. Et on les voit marchant par rangées de 8, impeccables. Et quand ils arrivent par la porte d'Aix. C'est une tempête de hurrahs, d'ovations.
Parce qu'il faut imaginer ce qu'ils peuvent représenter dans l'esprit des Français. C'est presque 10 000 hommes, c'est pas grand-chose. Mais combien y en a-t-il d'autres qui vont arriver? 50 000, 100 000, 500 000. Vous comprenez que c'est peut-être le début là, du renversement de la carte de la guerre. C'est votre héros, c'est votre allié, et en plus, c'est un allié, la Russie, qui est considéré non seulement comme un réservoir inépuisable, ce qui n'est pas la France, hein, mais qui est considéré aussi comme un rouleau compresseur. On dit toujours rouleau compresseur pour la Seconde Guerre mondiale, mais déjà pour la Première Guerre mondiale, dans les dessins de presse, on voit l'ours avec un rouleau compresseur face à l'aigle allemand. Donc il y a déjà cette idée-là que ça a été le tombeau, la Russie, ça a été le tombeau de Napoléon. Hein, et ben, ça sera aussi le tombeau du Kaiser Guillaume II, hein, bien sûr. Donc il y a ces idées-là, alors d'où cette joie, hein, cette célébration, ces ovations, on n'en plus finir, ils passent sur la porte devant la porte d'Aix, ils descendent, ils traversent le cours Belzins, cours Saint-Louis, la rue de Rome, et partout, des ovations, des fleurs au canon, des fleurs à la boutonnière, des bouquets de fleurs pour les officiers. La rue de Rome, et puis les drapeaux aux fenêtres, hein, les gens penchés aux fenêtres. Il faut imaginer toute la population qui est dans la rue, voilà, qui attend depuis 8 h du matin, même s'ils arrivent qu'à 10 h du matin. Donc c'est vraiment eu un moment absolument incroyable dans Marseille. Ils passent devant la préfecture, là où il y a toutes les autorités, puis ils prennent Saint-Ferréol, où paraît-il, il y a tellement de drapeaux qu'on ne voit plus le ciel. C'est une sorte de voûte bleu, blanc, rouge, rouge, blanc, bleu, dans le mauvais sens, mais voilà, vous les avez mis à l'endroit. Et puis, quand ils arrivent sur la Canebière, ils prennent à gauche, ils arrivent sur le Vieux-Port, et ils prennent à droite sur la rue de la République, et ils repartent au camp de Mirabeau. Mais les officiers, eux, qui n'ont pas tellement envie de marcher, les officiers supérieurs, hein, bien sûr, je ne parle pas du lieutenant, du capitaine qui vit comme avec ses troupes, et bien eux repartent en voiture. Hein, ça leur vient mieux plutôt que de faire 10 km à pied. Ensuite, la veille d'ailleurs, ces officiers supérieurs avaient laissé leurs hommes pour aller manger, banqueter, hein, un grand banquet avec les officiers français, les officiels, hein, le maire, etc., le préfet Schrammeck, etc., etc. Alors que les hommes, il n'y avait rien, on avait tenu tellement les choses secrètes que rien n'était préparé pour les soldats, ce qui fait que la majorité des soldats russes n'ont rien mangé la veille, tellement c'était l'impréparation. Ouais. C'est quelque chose de tout à fait caractéristique en France, l'impréparation et l'improvisation. Alors il se produit quelque chose à Marseille, hein, il y a une deuxième mutinerie avec un officier qui est exécuté, à qui les soldats... voilà. Et ce fait divers, cet événement, je cherchais le mot, donnera prétexte aux autorités françaises pour expulser Trotsky. Hein, le révolutionnaire Trotsky était à Paris à l'époque et avec quelques révolutionnaires exilés, bolcheviks, éditait un journal, Natcheslovo, en direction des Russes. Bon. Et les autorités, évidemment, les autorités russes ne voulaient pas que leurs soldats soient contaminés par le communisme. Et les autorités françaises n'avaient pas envie non plus d'avoir dans les pattes un agitateur, donc ça a été le prétexte pour l'expulsion de Trotsky. Bon, à l'époque, en avril 1916, il n'y a pas de crainte véritablement, même si en Russie les choses vont plutôt mal, parce que l'Allemagne a attaqué la Russie en 1915 puissamment, et donc ils ont perdu plusieurs centaines de kilomètres, le pouvoir commence à vaciller, on se dit il y aura peut-être sans doute une révolution, mais sous quelle forme? C'est une révolution républicaine, d'ailleurs ça sera ça au début. En tout cas, on parle vraiment de la destitution du tsar, mais en avril 1916, le sujet n'est pas là. Le régime tient encore, et on pense que ces troupes vont changer la carte de la guerre. Mais en fait, ce ne sera pas le cas, puisque, comme vous le savez, il n'y aura pas 1 500 000 hommes qui seront envoyés sur le front ouest. Et ces hommes, alors je ne vais pas dévoiler dans le documentaire, parce que vous allez voir, ces hommes dont la France était fière, qu'elle célébrait,
vont tomber dans l'oubli. Et alors pourquoi? Parce qu'il y a eu la Révolution et parce qu'ils ont retourné leurs fusils, parce qu'ils ne voulaient plus combattre. Alors des héros, ils étaient devenus des mutins et donc ils ont été effacés de notre mémoire nationale. Et voilà que la Courtine 1917 fait ressurgir ces mutins dans notre mémoire. Et donc vous allez voir maintenant un film qui raconte toute leur histoire en détail. Eh bien bon film.